Alors merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de vidéo. Donc c'est vrai que la première donc c'est interrompue de manière brutale parce que j'avais plus de batterie. Donc plutôt que de tout recommencer, et ben voilà, j'enchaîne. Donc navré pour le caractère décousu, l'essentiel c'est que vous ayez l'information. Donc c'est vrai que ce spécialiste de la finance expliquait bien que contrairement à la Grèce, ce serait très difficile d'opérer un plan de sauvetage par rapport à l'Italie, qui est un véritable mastodonte européen. C'est en termes de volume de richesse créée, donc un pays quand même extrêmement important, qui n'a rien de commun avec la Grèce. C'est le quatrième marché obligataire du monde, donc qui sera vraiment difficile de le sauver. Alors c'est vrai qu'il y avait à court terme une politique qui était envisagée, c'était de faire ce qu'on appelle un pot commun, c'est-à-dire de créer en fait un budget commun, que chacun mette en fait de l'argent dans un pot commun pour pouvoir avoir un budget fédéral. Parce que c'est ça le but, de toute façon, de nos dirigeants, les européistes, c'est de créer ce qu'on appelle des États-Unis d'Europe, en fait, avec une Europe, une gouvernance qui serait très loin, en fait, de chaque pays, qui serait bien entendu, qui existe déjà, c'est la Commission européenne, mais peut-être avec quelques aménagements. Et puis après, les États, ce seraient des États satellites, ce seraient des sortes de, un peu comme aux États-Unis, donc des États voilà, des sortes de provinces ou de Länder à la mode allemande, parce que les Allemands fonctionnent un petit peu aussi comme ça. Donc voilà, mais bon, ça paraissait impossible dans le sens où ce que expliquait justement cet économiste-là, c'est que les Allemands ont, c'est vrai, des excédents commerciaux colossaux, et encore, je vais vous expliquer après comment ils les ont obtenus. D'imaginer qu'ils transfèrent 8% de leur PIB, donc c'est un montant qui est quand même considérable, d'autant que déjà pendant la première guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, au moment du traité de Versailles, ils avaient des réparations, d'ailleurs, qu'ils avaient considérées comme un diktat, puisque c'était les vaincus donc, qui étaient censés justement payer les réparations de guerre, et ça représentait que 1% qu'ils n'ont jamais honoré. Donc vous imaginez bien que nos cousins germains, et notamment la bourgeoisie allemande, l'élite allemande, aura beaucoup de mal à accepter de se sacrifier ou de payer pour le reste de l'Europe, qui n'a pas du tout le même niveau de vie, etc. Donc ça paraît quand même assez compliqué. Je crois que ça représentait, grosso modo, si cette hypothèse se mettait en place, 200 milliards d'euros pour le pot commun de la part de l'Allemagne. Donc c'est quand même une somme substantielle, et c'est vrai que c'est quand même surprenant de voir que nos hommes politiques, nos dirigeants politiques actuels, on a par exemple Bruno Le Maire ou d'autres en ce moment qui joue cette partition-là, demande à l'Allemagne justement de créer ce fameux pot commun. Alors tout en sachant que, alors certaines personnes peuvent se dire mais ils sont incompétents, c'est pas possible, parce que c'est impossible. Alors pourquoi ils vont sur cette piste-là? C'est pour gagner du temps, voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est encore une fois de la théâtralisation, parce que c'est des gens quand même qui ont fait des très hautes études, donc il faut surtout pas les prendre pour des imbéciles, contrairement à ce que beaucoup pensent que c'est des incapables, des incompétents. Alors c'est vrai qu'il y en a qui mélangent l'incompétence et la perfidie et tout ce que vous voulez derrière, la malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté politique aussi, mais voilà, donc pour moi, en fait c'est juste pour gagner du temps, voilà, ils essayent de faire des plans de communication, et puis ça fait comme une sorte de suspense un petit peu, c'est comme un film en fait que vous suivez, mais en réalité tout est déjà cousu de fil blanc depuis un petit moment, plus ou moins, quoi. Après, il reste encore toujours des détails à régler. Donc c'est là aussi où il faudra qu'on regarde vraiment, quand on évoquera les dates de sortie probable de l'euro, si jamais ça se faisait pas, je vous expliquerai à mon sens pourquoi ça pourrait ne pas se faire non plus. Donc voilà, donc on va tout de suite, en tout cas, attaquer sur le thème de l'Italie, mais c'est vrai que juste avant, je voulais aussi vous dire que justement à cette époque-là, déjà, où il y avait des difficultés bien avant l'élection, donc avec qui a propulsé la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles notamment, donc aux manettes du pouvoir en ce moment, c'est vrai qu'il y avait l'idée aussi de créer une double monnaie, d'essayer d'avoir une monnaie, à la fois de garder la monnaie commune et puis de créer une monnaie parallèle pour relancer l'emploi, parce que c'est tellement catastrophique aussi pour coaguler, faire converger en fait les partisans anti-euro dans le pays, de plus en plus nombreux vers un même mouvement. Justement, c'était aussi pour gagner les élections. Donc vous voyez déjà la supercherie déjà un petit peu de l'histoire, tout en évitant d'annoncer, bien entendu, un Italie exit, pardon, c'est-à-dire une sortie directe, expéditive, une sortie sèche de la monnaie qui ne plaît pas, bien entendu,
aux tenants des européistes. Et ce qui se passe justement, c'est que même, c'est ce que j'expliquais, même ces eurosceptiques, ces souverainistes, etc., finalement, ils veulent pas franchir comme ça la ligne jaune, ils essayent toujours de rester dans les clous, sinon ils sont éliminés de toute façon. C'est très simple, ils seront éliminés du champ médiatique, du champ politique, et ces gens-là, forcément, ils font le grand écart, un peu à la Jean-Claude Van Damme, en gros, quoi. Ils ont une jambe d'un côté et une autre jambe de l'autre, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire marcher, bien sûr, leur ambition, parce qu'il y a leur ambition personnelle, leur ambition politique. Donc c'est vrai que s'ils sont éliminés du champ politique, eh ben, ils n'ont plus de raison d'exister. Et puis de l'autre côté, d'essayer quand même de garder, d'être sur la ligne politique sur laquelle ils se sont déterminés, sur laquelle on les connaît, et sur laquelle ils peuvent aussi emmener du monde, parce qu'ils voient bien que donc les mouvements donc nationalistes sont de plus en plus importants. Et ça, je l'avais expliqué par le fait qu'on est Pluton, donc depuis un petit moment maintenant, en opposition au signe du Cancer, donc c'est-à-dire Pluton en Capricorne depuis 2007-2008 surtout, hein, en opposition au signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est le signe de la famille, donc par extension, le signe de la mère patrie et donc du nationalisme, hein, c'est-à-dire des nations. Donc ça, j'ai dû l'expliquer, je crois que c'était sur la série sur Pluton. Et donc Pluton a cette faculté de détruire à la fois, donc on détruit, vous voyez, destruction des institutions, donc du Capricorne, et parallèlement à ça, on régénère, on réveille les mouvements nationalistes. Donc vous voyez, là on retrouve bien justement cette configuration-là, puisqu'on a bien des souverainistes, enfin voilà, eurosceptiques, en tout cas qui se disent avec une étiquette nationaliste, mais après voilà, concrètement, on voit bien qu'ils sont entre les deux. Donc on va tout de suite jeter un coup d'œil au thème de l'Italie. Alors j'ai pris donc le thème de l'unification de l'Italie du 18 février 1861 à 11h30, donc c'est un thème Verseau, ascendant Gémeaux. Donc le côté Gémeaux, ça peut expliquer justement ce côté double, hein, ce côté d'une main on fait quelque chose et de l'autre main on fait d'autres choses. Hein. D'ailleurs on l'avait vu, ça c'était pour les États-Unis, puisqu'ils sont aussi très marqués par un Mars en Gémeaux. Et donc voilà, donc on retrouve donc dans le thème de l'Italie, hein, qui est imprégné par le cycle Saturne-Uranus, d'accord, donc qui est la marque en fait des pays qui pratiquent ce qu'on appelle une économie plutôt libérale, hein, surtout avec Uranus, valorisé à l'ascendant. Donc Saturne incarne l'État, hein, donc la prévoyance, les investissements sur du long terme, hein, et donc on voit bien que Saturne en fait est très mal aspecté à Uranus, hein, donc Uranus qui est l'astre de la liberté et du capitalisme. Hein. Donc cette influence en fait témoigne d'une difficulté pour le gouvernement à réguler et contrôler son économie, hein, qui peut afficher en fait des fluctuations importantes, parce qu'avec Uranus, hein, vous vous souvenez, c'est une énergie extrêmement, c'est une énergie alternative, hein, donc d'où ces fluctuations. Donc c'est d'autant plus vrai que Uranus, on le retrouve en maison 12, donc le segment du ciel en fait qui est en relation avec les activités occultes et souterraines. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Italie, on a souvent parlé de ce qu'on appelait le mezzogiorno, c'est-à-dire c'est la disparité en fait entre le nord, le pays industriel et très riche, et le sud, beaucoup plus pauvre, gangréné d'ailleurs par la mafia. Donc on retrouve beaucoup bien dans la symbolique de la maison 12 et de son économie parallèle, ainsi que ce qu'on appelle la dichotomie ou la séparation entre l'Italie du Nord et celle du Sud à travers le Gémeaux, donc qui est un signe double et versatile, qui peut être le tout et son contraire. Donc on voit bien en fait que le thème fondateur de l'Italie, en fait, on retrouve en fait les indices en fait historiques, hein, donc de cette unification d'une Italie du Nord et d'une Italie du Sud qui a pas été simple à faire. Et d'ailleurs la preuve, puisqu'on retrouve plein de dissonances, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que donc on a bien toutes ces alliances qui ne sont pas harmonieuses. Hein. Et donc, et en période de crise, forcément, ça peut générer des instabilités, comme on peut le voir. Donc, puisque, comme vous le savez, c'est un régime qualifié de parlementaire, avec la nécessité de parvenir à nouer des coalitions avec d'autres formations pour gouverner. Et nous, on a eu ça en France. Hein. Avant la Ve République, on avait un régime parlementaire, notamment la quatrième, qui n'a pas résisté d'ailleurs à la première grande crise, c'était la guerre d'Algérie. Donc on voyait, tous les 4 matins, on voyait les gouvernements sauter. C'est-à-dire que, comme à chaque fois il fallait faire des coalitions et tout, dès qu'ils n'étaient pas d'accord,
quand tout va à peu près bien dans le pays, ça va, on arrive à trouver des compromis, mais quand les situations sont extrêmes, chacun campe sur ses positions, on est plus dur, et donc c'est plus difficile de trouver des compromis, d'où justement ces difficultés, ces problèmes d'alliance, qui ne sont pas toujours harmonieuses, donc qui génèrent, pour reprendre le cas maintenant de l'Italie, donc forcément une influence sur la bonne marche du pays. Donc pour contrebalancer quand même, donc on a Jupiter, la planète des finances et des richesses, qui est également valorisée en fond du ciel en Lion, un signe en fait qui a du goût, qui aime le luxe et tout ce qui brille. On retrouve donc la corne d'abondance du système solaire qui est bien aspectée d'ailleurs donc à Pluton, Mars. Donc Pluton en fait c'est l'autre pourvoyeur de richesses, comme les hydrocarbures, comme le gaz, le pétrole, que l'Italie produit et vend à l'étranger. Donc cet aspect associé au cycle harmonieux de Saturne, parce qu'on a quand même une belle harmonie entre Saturne, Pluton et Mars, en font un des pays les plus prospères quand même de la planète, malgré son taux d'endettement dont on a parlé. Donc la zone du ciel qui symbolise l'étranger, donc c'est la maison 9, d'accord, où on retrouve justement Vénus, la planète des arts et de la décoration, mais aussi de la monnaie, qui est aussi valorisée. Donc placé en Verseau, c'est le signe de la sophistication et du modernisme. Donc on a cette opposition-là. C'est pas une opposition, c'est un quinconce. Donc pardon, oui, c'est ça, c'est bien une opposition à Jupiter. Donc on montre sa forte capacité aussi à exporter, mais aussi des excès aussi, d'accord, parce que l'opposition, ça dénote toujours des excès. Donc il y a cette capacité à importer, mais vous verrez après, quand on parlera de thème de l'Allemagne, vous verrez qu'il y a une relation étroite, qu'il y a un Jupiter aussi très fort, comme par hasard en Lion aussi, dans le thème de l'Allemagne. Donc on voit bien aussi que cette richesse, elle est due au fait que l'Italie est un petit peu l'Allemagne pardon est un peu le banquier de l'Italie, d'accord. Donc ça c'est aussi une caractéristique dont on reparlera tout à l'heure. Donc si on pousse plus loin encore l'analyse, on remarque en fait donc toutes ces zones de fragilité qui sont émaillées de nombreuses dissonances sur lesquelles les mouvements célestes du moment et depuis un petit moment maintenant appuient. Donc il y a toute donc vous avez vu, donc il y a cette disharmonie Uranus, Saturne-Uranus, d'accord, auquel s'ajoute un aspect aussi délicat à Mercure. Mercure qui est quand même donc la planète des échanges et qui est le maître en fait du Gémeaux. Donc qui est aussi la planète du négoce, des échanges commerciaux et par extension aussi de la monnaie, de la circulation en fait de la monnaie. Donc positionné à 13 degrés 57 du Poisson, l'astre forme une double dissonance à Saturne. Donc on voit en tout cas il y a une dissonance à Saturne, et puis on voit même le Soleil aussi, qui est pas très loin en degré, qui est à la fin du signe du Verseau, et donc on retrouve justement en fait donc une dissonance donc par rapport à l'astre en fait des investissements et de la prévoyance, même des structures, donc qui est en position affligée, qui peut devenir celle d'une certaine manière des épreuves aussi, et des restrictions. Donc cet astre en fait a pas une bonne influence, si vous voulez, par rapport à Mercure. Il n'est pas en bon aspect avec Uranus, donc il montre les fluctuations, les imprévus aussi, parce que Uranus c'est aussi la planète des imprévus. Donc toujours pareil à cette maison 12 ans. Donc c'est vrai que depuis quelques années, les grands problèmes ont commencé par rapport à la monnaie de l'euro. Ça fait longtemps, bien entendu, que le système diverge, puisque les économies du Sud et du Nord, de l'Europe, et même si on prend chaque pays un par un, chacun a son tissu industriel qui s'est façonné de longue date, quoi. On ne peut pas le changer comme ça du bout en blanc, et c'est vrai que les technocrates, les bureaucrates de Bruxelles et tous ceux qui ont pondu cette Union Européenne, bon, eux ils ont foncé tête baissée, alors ils savaient certainement ce qu'ils faisaient, ils avaient certainement un plan bien ficelé pour faire tout ça,
mais c'était voué à l'échec. C'est pour ça que d'ailleurs que l'économiste dont je vous ai parlé, il avait tout de suite pressenti que ça ne marcherait pas, que ça prendrait du temps, mais qu'à un moment donné, les systèmes finiraient par diverger, puisque une monnaie doit être en conformité avec la puissance de l'économie locale. Elle doit être en étroite corrélation, quoi. Et quelque part, la monnaie, on en reparlera tout à l'heure, elle doit varier aussi en fonction, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait le système de dévaluation, en fonction aussi de la bonne santé de l'économie. Si on est moins fort une année ou pendant un certain temps, eh ben on dévalue et ça donne une bouffée d'oxygène quelque part, quoi. Donc là, en fait, le fait qu'il y ait ce taux fixe, d'ailleurs, qui ne bouge pas, tout s'est fait, c'est fait sur le dos en fait finalement des gens qui sont devenus une variable d'ajustement et, et donc les services publics, etc. Hein. Donc vous avez vu en Grèce par exemple, hein, tout est privatisé en ce moment. Voilà, hein. Donc il faut savoir que depuis surtout 2015, moi je pense que c'est surtout là où vraiment ils ont senti un grand tournant, hein. Nos amis italiens, peut-être un peu avant, mais avec le carré double terrible, hein, carré en T, des cycles Jupiter, Saturne, Neptune. C'est-à-dire qu'en fait on avait Jupiter, donc il faut vous imaginer qu'il y avait Jupiter céleste en Vierge, donc on a eu Saturne, ça vous le savez depuis fin 2014, mais surtout depuis septembre 2015, qui a séjourné en Sagittaire, donc ça veut dire qu'il y avait une dissonance. Et on a Neptune hein, depuis 2011, mais surtout depuis 2012, donc qui est en Poisson. Et là justement on retrouve hein, Neptune qui est dans ces degrés-là, hein. Enfin en tout cas en 2015, hein, il était vraiment pile poil sur Mercure. Donc là, Neptune, comme vous le savez, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, donc c'est aussi un petit peu l'effondrement, hein, l'effritement. Donc on avait en fait ces croiseurs célestes en fait qui attaquaient de concert hein, toute cette partie Gémeaux en simultable, Gémeaux, Poisson, Vierge, quoi. Donc c'est là où on voit en fait hein, le début de cet effondrement quelque part. Hein. On voit que ce terrain, cette topographie céleste a été attaquée, et c'est pour ça que le pays est en chute libre. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas seulement sur le plan économique, hein, mais comme tout un symbole, l'Italie a vécu un an après 2016, coup sur coup, 3 terribles tremblements de terre, hein, qui ont fait d'ailleurs des centaines de morts. Donc, comme quoi l'astrologie, ça vous le savez, hein, repose sur des lois fondamentales des analogies et de la synchronicité, et par moments ce qu'on retrouve, hein, donc là sur le plan des épisodes sismiques de grande magnitude, hein, se remarque aussi dans une économie et des finances plus que turbulentes, hein, qui sont en train de s'effondrer. Donc c'est comme si on avait un petit peu les deux qui étaient connectés quelque part. Hein. Donc pour compléter le tableau, donc vous avez Pluton, la planète des métamorphoses, la planète des destructions, des déconstructions, qui séjourne hein, en maison 8. Hein, depuis fin 2010, depuis surtout, allez, on va dire depuis 2007-2008. Donc vous l'aviez en Capricorne, hein, donc le transit de Pluton. Et puis maintenant, depuis 2010, grosso modo, vous avez Pluton hein, qui est en maison 8. Maison 8, c'est en rapport avec les dettes, les crises, la mort, les transformations. Et le Capricorne est maîtrisé par Saturne. Saturne qu'on retrouve justement ici, hein, donc qui symbolise, comme je vous l'ai dit, l'État, hein, qui montre que ce dernier est en très très grande difficulté, quoi. Hein. Donc le Capricorne, donc bien sûr c'est l'État, et comme je vous l'ai dit, l'État et la monnaie, les deux sont liés. Hein. D'ailleurs, ils sont liés là par des aspects, d'accord, mais aussi parce que ce qu'a expliqué l'économiste hein, tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça. C'est que l'État et la monnaie et l'État sont les deux faces hein, d'une même pièce, si vous voulez. D'accord, la nation et la monnaie sont vraiment étroitement liées. Donc ça veut dire que quand la monnaie ne va pas, ben la nation ne va pas non plus quelque part. Hein. Donc voilà. Et donc le Capricorne aussi, il faut savoir qu'il est très lié hein, de près à l'euro, puisque les dates d'entrée en vigueur et de mise en circulation de la monnaie unique se sont bien faites hein, sous le 10e signe du zodiaque, c'est-à-dire le 1er janvier 1999, hein, et également 1er janvier 2002, où on a eu la mise en circulation de la monnaie unique, hein, donc de l'euro. Hein. Donc là on retrouve, si on faisait le thème hein, de l'euro en 2002, on pourra peut-être y jeter un coup d'œil, vous verrez, il y a aussi pas mal de dissonances, hein, il y a pas mal de... Notamment, il y a un Saturne-Pluton qui montre bien une opposition Saturne-Pluton, donc Saturne
c'était en Gémeaux à l'époque. D'accord, donc Gémeaux, donc on le retrouve bien là, donc vous vérifierez, hein, c'est l'année 2001 et 2002, on avait Saturne, hein, qui était en Gémeaux, et on avait Pluton qui était en Sagittaire. Donc ça veut dire qu'il y avait une opposition sur le thème de l'Italie. D'accord, et Saturne, donc c'est un astre en fait qui programme, qui calcule, et Pluton, donc tapis dans l'ombre, hein, il y a une forme de manipulation donc, qui s'est faite quelque part. Hein. Vous avez également, si on superposait le thème de Maastricht, hein, pareil, thème de Maastricht, 7 février 1992, vous avez en fait Pluton en Scorpion, donc en dissonance donc au milieu du ciel et on va dire au Verseau, avec un thème Verseau hein, qui était pile poil hein, pas très loin du milieu du ciel. Hein. Je vous fais ça un petit peu comme ça à l'emporte-pièce, hein, je ne vous parle pas de degrés parce que sinon voilà. Mais en gros, vous aviez le Soleil 7 février 1992, donc 7 février, on a bien un thème Verseau. Hein. Donc là, on retrouve bien Soleil, voilà, et on avait tout un amas planétaire donc, qui était en Capricorne à cette époque-là. Hein. Si vous prenez la carte du ciel, on jettera tout à l'heure un coup d'œil. Hein. Donc voilà, donc ce cycle Saturne-Pluton sur l'axe ascendant-descendant hein, du thème fondateur de l'Italie pourrait expliquer que l'Italie a été clairement vampirisée hein, par la monnaie unique, hein, à cause de ces deux oppositions drastiques hein, sur la topographie céleste, hein, donc fragile, hein, que je viens de décliner, que je viens d'expliquer, avec les influences célestes du moment, donc très négatives, qui viennent déstabiliser l'ensemble. Alors sur l'année 2017, on a eu un petit souffle, petite assistance respiratoire, mais vraiment très brève, avec justement Jupiter hein, qui est dans le signe de la Balance, donc qui a soutenu l'Italie, hein, le thème, en tout cas l'ascendant Gémeaux, puisque de signe d'air, hein, Gémeaux et Verseau, donc ça a permis une assistance hein, toute relative, tout en sachant qu'on avait toujours Uranus-Pluton, hein, donc Pluton toujours en Capricorne, et Uranus hein, qui attaquait de concert toujours cette zone, cette zone 8, hein, et puis toujours Saturne-Neptune, donc c'est-à-dire que les problèmes n'étaient pas résolus, donc certainement ça s'est réglé par, à chaque fois, de l'argent frais, puisque c'est la Banque Centrale Européenne, hein, la BCE, qui produit l'argent et qui alimente en fait hein, les banques italiennes. Donc moi à mon avis c'est ça, c'est qu'on a fait marcher la planche à billets pendant cette période-là. Donc ça a permis cette assistance respiratoire et de maintenir en fait un petit peu l'Italie au-dessus de la ligne de flottaison. En tout cas de la laisser se diriger illico presto vers un Italixite. Hein. Donc voilà, vous avez toujours par contre, voilà ce que je vous expliquais, toujours Neptune, hein, l'astre de la dilution, on peut aussi le voir comme ça, en transit toujours en Poisson, donc voilà, qui continue, hein, parce que c'est un astre lent qui continue à former une conjonction quasi plus ou moins parfaite. Là, c'est vrai qu'on en est un petit peu dépassé maintenant, mais on est toujours dedans. Et donc voilà, hein, donc pendant tout l'été, toute cette période-là, ça a été vraiment extrêmement compliqué. Alors moi, après, je m'étais lancé à l'époque hein, dans différentes prévisions, donc là ça n'a pas forcément tout de suite collé en termes de date, parce que j'avais prévu que l'Italie pourrait sortir de la zone euro, ben, je vous l'avais dit, hein, donc le 20 mai, en tout cas dans ces jours-là. Bon, c'est vrai qu'on c'est encore très court, hein, puisqu'on n'est que le 10-11 juin, donc voilà, on peut avoir très bien tout de suite cette sortie, mais par contre, donc je vous avais parlé d'Uranus. Pourquoi Uranus? Puisque justement, hein, donc on a cette conjonction Mars-Pluton, donc qui est au carré hein, de Vénus. Vénus, la planète de la monnaie. Et donc on a Uranus en ce moment qui est là, hein, d'accord? Et donc il travaille avec Mars en Verseau. Donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle beaucoup de l'Italie. D'autant que là on est sur la maison 12 maintenant. Hein. Donc là Uranus va travailler pendant quelques temps, hein, jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 9 novembre. Va rester là. Donc ça veut dire que la menace va être forte. Et ça veut dire aussi que cet été, il peut y avoir encore de nouvelles alertes. Hein, quand on va avoir une Vénus d'ailleurs qui va pas tarder, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, dans les 2 jours qui arrivent, puisque là, on a Vénus qui est à 27 degrés 36 hein, du Cancer. Voilà, donc c'est dans les quelques jours là qui arrivent. Vénus va passer justement dans le signe du Lion. Donc vous voyez la planète de la monnaie qui va passer dans le signe du Lion. Et petit à petit, donc on va avoir de façon
donc les astres qui vont venir en Cancer, puis à un moment donné, on aura le Soleil, donc très important de regarder ce que ça va donner à cette période de l'année, quoi, hein. Donc au niveau du Soleil, puis surtout, par la suite, quand on aura un agglutinement d'astres ici en Scorpion. Notamment, donc j'avais regardé, je vais vous montrer sur la carte du ciel. Alors, voilà, la date du 10 octobre 2018. La date du 10 octobre 2018. Donc on retrouve encore, hein, pour le moment, donc on aura, c'est vrai, un soleil en balance, donc normalement qui est censé soutenir le thème donc de l'Italie, Verseau et Gémeaux, mais par contre on va avoir donc toute une pléiade d'astres, hein, donc qui vont être notamment Mercure, Vénus, donc la planète de la monnaie, la planète des échanges, avec la lune du soir et du jour en Scorpion, avec Jupiter toujours en Scorpion, tout ça en opposition avec Uranus qui sera toujours en Taureau, et on aura un carré, même s'il n'est pas parfait, etc. Il n'y a pas les degrés, mais voilà, on a quand même cette dissonance-là, avec Mars, Lune noire. Donc cette période-là peut être vraiment très dangereuse, où il peut y avoir à ce moment-là une sortie, ça peut être un petit peu après, d'autant qu'après on va avoir un Jupiter-Neptune, parce que Jupiter va passer en Sagittaire et on va avoir Neptune, hein. Donc là on va à nouveau retrouver sur la fragilité, donc ça veut dire qu'on peut très bien avoir un événement à ce moment-là de sortie furtive de la zone euro, et puis pouf, derrière tout de suite après, c'est un petit peu la cata, quoi. Alors, on a Jupiter qui se retrouve en Sagittaire, en carré avec Neptune, et en plus on va avoir un Mars qui va passer après en Poisson, parce que Mars va faire un mouvement de rétrogradation d'abord en Capricorne, donc cet été, là autour du 14, après il revient en Verseau, donc là ce sera le 10 octobre, puis après il va poursuivre sa course, hein, et il va se retrouver en Poisson. Donc voilà, cet automne-là peut être critique, en tout cas, il faudra voir, mais quoi qu'il en soit, c'est reculer pour mieux sauter, et j'avais fait aussi une autre étude, ça je vais essayer de vous la publier, en tout cas sous forme vidéo, assez vite, sur les cracks boursiers, et j'avais retrouvé aussi des similitudes assez troublantes. Donc voilà, hein, j'ai fait tout un travail, c'est déjà dans mes bacs depuis un petit moment, je crois que ça doit faire au moins 6 ou 7 mois que je dois l'avoir dans mes tiroirs, mais j'ai jamais eu le temps à chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours eu quelque chose, et puis je voulais trouver vraiment l'occasion de bien vous présenter tout ça, mais donc je vais essayer de vous en parler. Alors, cette fois c'est même plus hein, l'Italie hein, qui envisage une sortie de l'euro, mais carrément l'Allemagne. Alors là, vous voyez l'article, hein, pas de partage de la dette. Vous voyez, c'est ce que finalement l'économiste hein, donc, que je vous ai cité avait anticipé. C'est ce que je vous ai cité, je crois que c'était il y a plus d'1 an. Moi j'avais ressenti qu'il disait juste, je suis pas économiste, mais j'ai quelques notions, mais voilà. Donc c'est pour ça que je m'étais permis d'utiliser ce qu'il disait pour finalement étoffer, étayer notre raisonnement aussi astrologique. Et effectivement, voilà, vous voyez bien, donc là, pas de partage de la dette au sein de la zone euro, prévient Merkel. Donc là, c'est niette, quoi, hein. Donc voilà, donc elle n'envisage pas du tout de mettre de l'argent dans le pot commun. Et déjà à l'époque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle n'a jamais voulu, Merkel et toute sa pléiade de ministres qui l'entourent, hein, mutualiser la dette, à l'époque où la Grèce avait de gros problèmes. Hein, c'est toujours un petit peu comme ça, c'est quand il y a des excédents commerciaux, bah, c'est pour eux, et quand il y a des dettes, chacun se débrouille pour lui. Chaque pays se débrouille tout seul. Et donc là, on retrouve bien la super solidarité de l'Union européenne dont on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles. Donc c'est vrai que cette fois, hein, par la voix de la chancelière, hein, donc on voit bien que si on prend les chiffres, il faut savoir que ça représente 900 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne détient 900 milliards, pratiquement 1000 milliards en fait, de créances sur le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et la France. En fait, qui doivent cet argent-là à l'Allemagne. Donc vous avez, rien que l'Italie, hein, c'est 450 milliards. Donc ça, vous pourrez vous jeter un coup d'œil à ce qu'on appelle la balance hein, des paiements, le fameux Target 2. Donc là, il y a quelques articles, quelques vidéos hein, qui vous expliquent ça très bien. Et en gros, je reprends un peu l'expression, je crois que c'était Bernard Tapie qui avait sorti cette phrase-là, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas je l'avais entendu de sa bouche. Hein, il disait, si tu dois 100 € à la banque, si quelqu'un doit 100 € à la banque, c'est toi qui as un problème avec la banque, parce que la banque va te relancer, va te mettre des agios, etc.
si tu ne payes pas. Hein. Mais si tu dois 10 millions à la banque, c'est elle qui a un problème. Donc en gros, pour que vous compreniez bien la supercherie et le mirage de la croissance allemande, dont on n'a pas cessé de nous rabattre les oreilles, c'est qu'elle s'appuie en fait sur vraiment un non-sens économique. C'est comme si en fait vous alliez chez votre épicier et qu'en fait il vous donnait de l'argent en fait à crédit pour que vous lui achetiez sa marchandise. Donc il faut savoir que toute notre économie en fait marche comme ça. Donc cette faible croissance déjà tirée par les cheveux, en fait c'est financé à crédit. C'est-à-dire qu'en fait l'Allemagne à chaque fois était le banquier, c'est ce que je vous expliquais, on va regarder de toute façon la carte du ciel de l'Allemagne, le banquier de l'Europe. Voilà, j'ai déjà passé la demi-heure, donc je vais arrêter là et reprendre sur une autre vidéo. A tout de suite.